Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Divin Divine, présenté par Nathan et Ilana. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entretien qu'on a eu avec Léo sur le thème de la transidentité. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder cette thématique? Parce qu'on l'observe de plus en plus, le discours transphobe imprègne la sphère médiatique et la sphère politique. Aurore Berger recevait fin août Dora Muto et Marguerite Stern, qui sont des militantes TERF autoproclamées, ce qui veut dire qu'elles excluent du mouvement féministe les personnes trans. Face à cette imprégnation de la transphobie presque partout, on s'est dit qu'on voulait redonner la parole aux premières et premiers concernés. Je m'appelle Léo, j'ai 32 ans. Je suis youtubeur et streamer, comme tu l'as dit. Et sur Internet, je parle de nombreux sujets, notamment sociaux, politiques, queer également. Et puis, j'essaie d'explorer ces sujets-là en les ramenant à un niveau un petit peu plus individuel pour voir finalement comment est-ce que les sciences sociales peuvent s'appliquer dans le quotidien de tout un chacun. Alors moi je suis vraiment ravi de t'accueillir parce que en plus de ça je suis un viewer régulier de tes streams et du coup j'ai un peu suivi tout ce qui s'était passé du coup vis-à-vis du coup de ton actualité sur Twitter et notamment la phase où du coup tu t'es déclaré transgenre notamment par une vidéo qui se nomme J'ai subi un lavage de cerveau, le syndrome transgenre et du coup j'aimerais te poser une question vis-à-vis de ça. Du coup, tu évoques dans ta vidéo qu'après avoir découvert ton attirance pour les femmes, s'en est suivi une remise en question de ta place dans le genre féminin, du coup dans la classe des femmes. Et tu dis que tu t'es jamais senti à ta place, ni le bienvenu dedans. Alors dis-nous pour les bébés trans qui nous écouteraient, les petits eggs, par quoi se manifestaient ces différents sentiments de mal-être et de rejet de ce genre? En fait, c'est pas un truc en particulier. Ça va être difficile de donner un exemple en particulier parce que c'est quelque chose qu'on analyse déjà rétrospectivement sur notre passé. Et notre passé, on peut le réinterpréter autant qu'on veut selon l'histoire qui nous convient le mieux au moment où on fait cette interprétation. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai rétrospectivement, du coup, j'ai jamais été très à l'aise dans les milieux féminins. Et j'ai toujours eu une attirance pour le monde masculin, les mondes masculins en général. Ça se voit au niveau de mes centres d'intérêt, au niveau des personnes que j'ai fréquentées, à toujours faire des activités plutôt masculines, à toujours avoir envie de me lier aux hommes. Mais dans cette camaraderie que je recherchais avec les hommes, en fait, ça ne marchait jamais parce que eux, ils me voyaient comme une femme, donc comme une potentielle proie, on va dire, pour employer un mot un peu brut. Et du coup, systématiquement, il y avait à nouveau un décalage, même dans ces milieux masculins où je me sentais plus à l'aise que dans les espaces dits féminins. Ça, c'est une première chose. Et puis, au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si je me suis déclarée et même si je me suis rendu compte que je pouvais me définir transgenre, parce que finalement, c'est juste une définition de soi-même. L'étiquette transgenre, c'est pas un groupe dans lequel on entre quand on en a envie et duquel on sort. C'est une étiquette qu'on se met pour pouvoir faire valoir des droits. Et au moment où je me suis rendu compte qu'en fait cette étiquette me convenait pour faire valoir mes droits et pour pouvoir exister comme j'en avais besoin, c'était à la fin de toute une démarche finalement, enfin de plusieurs démarches personnelles qui ont pris plusieurs années. C'est à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un crash un petit peu émotionnel et psychique. Et à partir de ce moment-là, pendant les 5 années qui ont suivi, j'ai commencé petit à petit à abandonner des injonctions à la féminité auxquelles j'essayais à tout prix de répondre auparavant. Donc ça a commencé par des choses très simples comme en fait je vais arrêter de me forcer à sourire tout le temps parce que ça me saoule. Je vais arrêter d'être sympa tout le temps avec tout le monde et ultra dans la bienveillance alors que ça me demande une énergie que je n'ai pas. Je vais arrêter, tiens, en fait, j'aime pas porter des talons, pourquoi est-ce que j'ai fait ça toute ma vie? Ça me fait mal aux pieds, j'ai jamais kiffé ça, etc., etc. Et en fait, plus j'abandonnais ces injonctions à la féminité, plus j'avais un comportement qui allait vers la masculinité, une manière de présenter, une manière de parler, d'être, d'occuper l'espace, etc. Et puis au bout d'un moment, à force d'aller de plus en plus vers la masculinité, on se retrouve sur le spectre. En fait, je suis complètement à l'opposé de mon genre assigné à la naissance. Et c'est là où je me dis, en fait, oui, je suis trans, c'est parce que j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc pour aller encore plus loin, j'ai besoin d'avoir accès à des soins, à des droits que pour le moment je n'ai pas. Du coup, je m'inscris dans un combat politique pour avoir accès à ces droits et c'est en ça que je suis transgenre. Du coup, le malaise, c'est un petit peu délicat pour moi de le dire et je pense que pour beaucoup de personnes trans, c'est ça. On se rend compte du malaise dans lequel on vivait à partir du moment où on essaye autre chose.
je me rends compte du malaise que j'éprouvais quand j'étais dans la féminité, parce que du coup, en performant la masculinité, je suis tellement mieux. Vraiment, on peut même pas faire la comparaison. Ça va beaucoup mieux. Dans la vidéo que tu as citée, je dis en particulier, j'ai l'impression qu'il y a un poids sur mes épaules qui s'est enlevé. Donc là, ça va faire 1 an maintenant que je suis vraiment dans la masculinité. Donc, je sens moins ce soulagement que j'ai beaucoup senti au début. Mais au début, vraiment, c'est en mode waouh, mais tout est tellement plus facile qu'avant. Absolument tout. Toutes mes interactions sociales, même quand je suis seule, quand je croise mon reflet dans le miroir, tout est beaucoup plus facile qu'avant. Et ça me provoque plus de souffrance ou de malaise, d'instabilité émotionnelle, juste d'être moi. Parce que être moi aujourd'hui, je le suis d'une manière qui me convient et pas de la manière qu'on m'a enseignée. Et du coup, il y a eu le moment où tu t'es rendu compte toi-même que tu avais envie d'aller vers l'autre genre, etc. Et en fait que tu étais trans. Comment t'as mis en place des pratiques, enfin, t'en parles dans sa vidéo, t'as demandé à des amis proches de toi de te genrer au masculin pour voir l'effet que ça te faisait, etc. Quelles sont les autres petites choses que t'as mis en place pour vraiment te rendre compte que oui, c'était ça en fait? Comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans un chemin qui était plus long que ça. Et ce chemin, ça faisait finalement 1 an qu'il me faisait plus avancer parce que j'étais seule dans ma réflexion. J'étais vraiment, autant dans la masculinité que je pouvais me le permettre à ce moment-là, mais je tournais en rond, et je me suis dit, bon, il va falloir que j'en parle à quelqu'un pour m'aider. Et c'est là où mes amis trans, du coup, m'ont donné 2-3 petits conseils tranquillou, encore une fois, comme je le dis dans ma vidéo. Et comme je le dis dans ma vidéo, bizarrement, ce jour-là, j'avais décidé de me faire couper les cheveux courts alors qu'ils étaient très longs, pratiquement aux fesses. Et en sortant de chez le coiffeur, j'ai vu mon reflet dans le miroir et je me suis dit, mais c'est ça que je veux, mais pour toujours, et encore plus, en fait. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des choses, le genrage au masculin de mes amis proches, un changement léger au niveau de mon look. Après, j'avais un look qui était déjà androgyne, entre guillemets, donc ça veut dire qu'il était masculin. Donc, j'ai un petit peu accentué des choses au niveau de ce look-là. Et puis j'ai commencé à consommer du contenu culturel trans, de personnes transgenres. Et j'en avais toujours un petit peu consommé, mais de loin, vraiment avec cette impression qu'en fait, c'est pas pour moi, je pense que je ne devrais pas, etc. Et là, je me suis un petit peu décoincée vis-à-vis de ce truc-là, en mode, attends, je vais le consommer parce que si ça se trouve, ça me parle. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, bien sûr. Je me suis retrouvée dans beaucoup de témoignages, notamment de personnes transgenres. Ça m'a aidé, tout ça m'a aidé à renforcer la confiance que j'avais dans la démarche que j'étais en train d'amorcer. Et puis, j'ai essayé de me remettre en ce qu'on appelle le girls mode, c'est-à-dire de revenir dans la performance du genre féminin. Et à chaque fois, c'était un désastre, en mode non, ce n'est pas possible, plus jamais je ferai ça. Rien ne va, rien ne va. Comment est-ce que j'ai pas pu le voir avant? Donc tout ça faisait que confirmer que j'allais dans la bonne direction. Mais je me sens obligée de préciser que il y a des phases de doute, que régulièrement, je pense que c'est pour la plupart des trans, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, non, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige cette difficulté d'existence? Est-ce que ça aurait été pas plus simple finalement de rester dans le genre assigné à la naissance? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ces doutes, ils reviennent tout le temps parce que en fait, c'est tellement juste difficile d'exister. J'ai pas envie de dire qu'on est dans la souffrance permanente parce que ce serait faux. Et puis j'aimerais bien aussi qu'il y ait une visibilité des personnes trans au-delà de leurs difficultés rencontrées. Mais c'est clair que quand on est une personne visible, en particulier sur Internet, et qu'on se mange de la transphobie qui est envoyée directement à sa tête quotidiennement, on traverse aussi des phases de doute où on se dit est-ce que ce serait pas plus facile finalement de faire autrement? Mais comme je l'ai dit, chaque fois qu'on réessaye le genre assigné à la naissance, c'est en mode non, en fait, cela ne se reproduira plus. Donc on continue à aller dans la même direction. Et juste, tu parlais de contenu culturel fait par des personnes trans. Est-ce que tu as des références à nous dire pour les personnes qui seraient intéressées ou en questionnement Non. Ok. Non, en fait, c'est parce que c'était des TikTok. Et TikTok, d'accord. On ne retient pas la personne qu'on voit sur d'accord. TikTok. Donc, non, j'en aurais pas. Après, il y a de plus en plus de séries sur Netflix. Je pense que vous en avez parlé dans l'épisode sur la représentation, où il y a de plus en plus de représentations queer et trans en particulier. Il y a la série Euphoria qui donne une belle représentation. Et puis même la personne
un des personnages a pas l'air d'être tout à fait une meuf cis non plus, plutôt un peu en mode non-binaire et tout. En vrai, il y a aussi ce truc-là, c'est qu'on prend ce qu'on trouve. Vraiment, moi, je décide, cette personne, en fait, tu ne le sais pas, mais tu es un mec trans à mes yeux, et ça va me permettre d'avoir de la représentation. C'est un petit peu comme les personnes LGBT qui voient des homosexuels partout alors que personne n'en parle. C'est parce qu'on en a besoin, alors on va faire comme si c'était le cas. Et il y avait beaucoup de ce truc-là, en fait, dans le contenu que je consommais. Comme tu l'as évoqué, c'est avant tout un cheminement. Du coup, la transidentité est avant tout un cheminement, beaucoup d'interrogations avant de réussir à se trouver, Et ensuite, il y a aussi tout l'aspect qui est la démarche vis-à-vis du monde. Du coup, c'est-à-dire la démarche administrative pour pas mal de trans, et du coup, se confronter à la fois aux autres, à notre famille, à nos amis, mais aussi à l'administration, avec du coup tout ce qui est médical. Et du coup, on voulait évoquer la question de comment du coup ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que du coup tu t'es déjà confronté à l'administration avec un endocrinologue, excusez-moi, et ainsi de suite. Et du coup, quel est ce rapport au monde? Le rapport au monde. Alors l'administration pour changer d'état civil et tout, moi j'ai pas commencé, donc j'ai pas de retour là-dessus. Après, finalement, l'administration à laquelle je fais le plus souvent face, c'est l'administration médicale. Mais j'ai de la chance d'avoir un endocrinologue qui m'accompagne, qui est, on va dire, trans-friendly, et qui me conseille les autres espaces trans-friendly où je peux faire le reste des démarches médicales. Comme par exemple, il m'a conseillé un centre pour faire mes prises de sang, où les gens sont au courant, il n'y a pas de souci, j'ai même pas eu besoin de me présenter, on me genre au masculin, tout ça, ça pose pas de problème. Il m'a conseillé également une pharmacie où pareil, je pourrais poser toutes les questions que je veux, j'aurais pas de souci, je serais pas confrontée à des personnes hostiles, on va dire. Après, le fait qu'il y ait des gens dans mon quotidien qui me genrent mal, bon, la plupart des gens en fait sont assez bienveillants. C'est juste qu'ils sont ignorants du fait que peut-être il faut se poser la question avant de genrer une personne. Et moi, dans l'absolu, je m'en fiche. Enfin, à partir du moment où les personnes en face de moi montrent de la bienveillance et du respect vis-à-vis de qui je suis et de comment je me comporte, qui me mégenre alors qu'on se connaît pas, bon, osef en fait. Il y a plein de personnes cis qui se font mégenrer quotidiennement et on n'en fait pas un scandale. Donc ça, je vais pas en faire un scandale. Mais disons que quand on est face à l'administration et qu'on dit une fois, non, en fait, si vous pouviez me genrer autrement parce qu'on va être amené à se revoir et du coup, ce serait cool de me respecter, et qu'on voit que là, on rencontre toujours de l'hostilité, en fait, on a plutôt tendance on va trouver un autre espace où on sera plus à l'aise pour communiquer et faire nos bails, plutôt que rester dans un espace où on sent réellement une hostilité. Mais je rencontre pas tant que ça l'administration, j'ai rien changé vis-à-vis de mes papiers, donc il va y avoir du mégenrage et OSEF. Mais ça, c'est un truc, je vais juste le préciser, c'est que il y a beaucoup de personnes vis-à-vis des personnes trans qui sont ultra stressées à l'idée de les mégenrer. Mais faut pas, parce qu'en fait, on est tout à fait capable de faire la différence entre une personne qui nous respecte et qui nous mégenre, et une personne qui nous respecte pas mais qui nous genre correctement, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui vont nous genrer correctement pour pas qu'on leur reproche quoi que ce soit, mais dans leurs propos, dans leur manière de parler, de nous considérer, on va le voir qu'en fait ils nous voient vraiment comme des monstruosités. Donc c'est pour ça, le genrage c'est important parce que c'est une marque de respect, mais s'il y a des gaffes qui passent, c'est pas grave. Vraiment, à partir du moment où il y a de la bienveillance qui est en face et où on voit les gens, ils sont pas méchants, ils sont pas hostiles, ça arrive en fait. Va falloir un peu de temps, faut faire un petit effort parce qu'au bout de 5 jours ensemble, si ça genre toujours pas correctement, ça va sembler être un manque de respect, mais sinon ça se passe bien, y a pas de souci. Je reviens un peu sur en fait, là, tu as transitionné. C'est quoi, parce que tu parlais beaucoup de ton regard rétrospectif de toute cette période, en fait. Et c'est quoi ton bilan émotionnel de tout ça? Parce que c'est très lourd, enfin, ça peut être très dur pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est mieux vécu parce que l'entourage le permet aussi. C'est quoi ton bilan de tout ça, émotionnellement parlant? Sachant qu'en plus, j'imagine, il y a différentes émotions qui te traversent, c'est pas juste une émotion constante. Ouais. J'ai dit en fait depuis que j'ai commencé la transition, moi je pars du principe que la transition elle s'arrête jamais complètement, c'est un parcours, un chemin qu'on suit. Depuis que j'ai commencé, tout est plus facile dans ma vie, donc la gestion des émotions est également plus facile. Les symptômes psy que je pouvais avoir vis-à-vis de certains troubles, comme par exemple la dépression, se sont vraiment atténués. Donc les downs sont beaucoup moins downs qu'auparavant. Globalement, d'un point de vue émotionnel, psychique et tout, ça va beaucoup mieux. Même si
en fait, ça résout pas tous les problèmes. Il y a toujours le stress vis-à-vis de mes conditions matérielles d'existence parce que je ne suis pas soudainement devenue riche. Il y a toujours le stress vis-à-vis de tout, quoi, des relations sociales. Enfin, la vie continue en fait exactement comme avant. C'est juste que tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus supportable et que du coup quand il y aura un crash ce sera plus facile à encaisser, en tout cas en ce qui me concerne. Mais aussi je fais un métier où je suis pas confrontée à de la transphobie IRL tous les jours. Moi je suis dans mon coin, enfin je travaille de chez moi, je fais ce qui me plaît, je gagne pas bien ma vie mais c'est un sacrifice que je fais parce que ça m'apporte beaucoup de confort de faire ce métier-là. Si j'étais restée dans le service à être barman, j'aurais pas forcément le même discours. Ce serait certainement plus difficile. D'ailleurs, j'ai été barman après le début de ma transition et toutes les semaines, il y avait quand même des clients troublés qui insistaient pour poser des questions. Moi, j'ai pas de problème à faire de l'éducation, j'aime bien. Par contre, je suis barman. Quand je suis barman, c'est peut-être pas le bon moment pour que je fasse un cours sur qu'est-ce que ça veut dire être trans. Donc voilà, faut quand même aussi doser ce qu'on exige des personnes concernées. Mais ouais, je suis persuadée que si pour moi ça se passe bien, c'est aussi parce que mon mode de vie me permet d'aller bien. Mais ce serait pas pareil pour tout le monde. Mais ce mode de vie-là permet de bien vivre la transidentité. Ça va, ça va. Alors du coup, tu l'as déjà évoqué dans la première partie, mais j'ai lu le livre du coup de Pauline Clochet qui du coup Matérialisme trans, qui évoque notamment la transidentité comme un parcours totalisant parce que ça prend tous les aspects de la personne. Enfin moi, ce que j'en ai compris du coup en interne et en externe vis-à-vis du monde et vis-à-vis de l'intériorité de la personne, avec une idée de réfutation de l'identité trans comme modèle d'analyse de la transidentité entre guillemets. Et du coup, je voulais te poser la question, pour toi, c'est quoi la transidentité ? Alors, du coup, comme tu l'as dit, ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà évoqué. Les personnes trans sont pas toutes d'accord sur cette question-là, et c'est pas parce que moi j'ai une opinion que ça délégitime l'opinion des autres. Donc, j'aurais plutôt tendance à rejoindre la personne que tu as nommée. C'est-à-dire que pour moi, la transidentité, c'est vraiment à la fois une manière de se percevoir, à la fois une manière de percevoir le monde et aussi une manière d'interagir avec le monde. Donc c'est une expérience qui nous englobe entièrement. Et c'est aussi un parcours qui nous amène à avoir des besoins et à avoir besoin notamment d'accéder à certains droits qui nous mettent de facto dans la catégorie de trans, parce que pour pouvoir faire valoir des droits, il faut qu'on se regroupe sous une étiquette, sous un drapeau, et pour le coup, c'est le drapeau des transidentités. Mais pour moi, cette étiquette, elle est politique. Parce que dans l'absolu, je vois pas de différence entre une personne qui n'est pas trans, une personne cis et une personne transgenre. C'est juste des manières d'être qui sont différentes. Sauf que cette manière d'être, et quand je dis être, j'englobe vraiment le tout, j'englobe également la manière dont les autres nous perçoivent, elle n'est pas approuvée par l'opinion générale dans la société. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se battre pour revendiquer des droits, quoi. Et la question, alors c'est un peu la question bête aussi de l'épisode, pourquoi le monde a un tel rejet de la transidentité aussi viscéral ? C'est le dégoût. En fait, tout vient de la vision binaire et hétéronormée de la société. Donc c'est vraiment le patriarcat, quoi. Enfin, je pourrais en dire longtemps, mais les genres ont été plutôt, en tout cas dans l'Europe occidentale, les genres ont été plutôt libres et fluides dans leur expression. D'ailleurs, la sexualité également, jusqu'à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, où là, si on veut, c'est le moment où il y a eu énormément de bouleversements dans la société, notamment avec le développement du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui et la colonisation des pays non européens. Et tous ces phénomènes sociaux, économiques, politiques qui se sont passés, il y en a eu des tonnes et c'est allé plutôt vite finalement, ont entraîné une rigidité au niveau de l'expression des genres et une rigidité au niveau de la seule sexualité tolérable dans la société. C'est dû à plein de choses et notamment aux politiques de natalité qui voulaient que les femmes produisent de nombreux enfants. Bon, il y a plein d'explications, j'en donne qu'une, ça n'a pas trop de sens d'en donner qu'une parce que c'est tellement un tout, c'est tellement plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Et puis il faut prendre aussi en compte le fait que déjà avant, on était dans une société déjà patriarcale avec déjà une binarité des genres assez rigide, même si elle était plus souple, et une hétérosexualité un petit peu
je dirais imposé, même si ça n'a pas trop de sens de le penser comme ça. C'était en plus penser l'hétérosexualité avant qu'on la nomme, ça n'a pas trop de sens non plus. Mais bref, il y avait plus de liberté en tout cas au niveau des pratiques sexuelles. Donc voilà d'où ça vient. Et puis bon, le dégoût a été accentué par les politiques en place, notamment aussi par la religion chrétienne, par plein de choses en fait. C'est compliqué de répondre à cette question de manière précise. Dans le dernier épisode, on parle de l'hétérosexualité comme une norme imposée à tous et l'hétérosexualité comme un pilier du patriarcat. C'est Witting qui disait que l'hétérosexualité est au patriarcat ce que la roue est à la bicyclette. Les deux marchent de pair. Et tu l'as dit plusieurs fois auparavant, mais les personnes trans, elles sont évidemment discriminées par ce système hétéronormé et patriarcal. Comment tu te places, toi, par rapport à ça quand tu... comment les personnes trans se placent par rapport à ça, sachant que c'est très particulier la violence que vous subissez par rapport à ce système, par rapport à une personne cis, par exemple? Ça dépend des personnes trans, parce qu'il y a des personnes trans qui sont hétérosexuelles, il y a aussi des personnes trans qui ont envie d'être dans le schéma de l'hétéronormativité absolue, on va dire, entre guillemets, donc dans un couple hétérosexuel avec potentiellement des enfants, formés sous le modèle de la famille nucléaire. Il y a des personnes trans qui adhèrent à ce système, mais c'est valide et légitime, on peut avoir envie de ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que de fait, on n'est pas les bienvenus dans ce système, ça va, parce qu'une personne trans qui aura des enfants sans passer par la GPA, la PMA ou le rassemblement familial, c'est une personne trans qui sera dans un couple homosexuel. Donc déjà, de base, ça fonctionne pas en fait, cette idée d'hétérosexualité pour fonder une famille. Déjà, on est dans des pratiques homosexuelles qui amènent à fonder une famille. Donc, de fait, on est exclu du système hétéronormatif. Et je sais pas trop. Je suis désolée, je sais pas trop comment te répondre vis-à-vis de cette question. Non, mais la question était archi large. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, de fait, on n'est pas trop dedans, ouais. quoi. En plus, les personnes trans, il y a beaucoup de personnes trans qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc, ça rajoute aussi une exclusion vis-à-vis de ce système normatif. Mais bon, les Gwyn, les trans et les PD, on est tous un peu hétéros aussi, quoi. Malheureusement, hein, l'hétéronormativité, elle n'a pas attendu qu'on dise non pour dire ah ok, désolé, je vous laisse tranquille. Non, on est tous un petit peu matrixés par ça. C'est le truc, c'est que ça me semble important de le préciser, c'est que les trans, pour être tolérés dans la société, ils doivent se soumettre à l'hétéronormativité. C'est-à-dire que les médecins, quand ils nous aident, ils n'ont pas envie qu'on soit des personnes trans qui soient épanouies. Ils ont envie qu'on devienne le plus proche possible des personnes cis. Il va falloir des femmes trans qui soient dans le modèle de la femme respectable, qui ne soient ni trop féminines, ni pas assez. Il va falloir des hommes trans qui soient... de toute manière, on n'existe pas, en fait. Hein. Les hommes trans, on fait même pas partie du paysage. On est invisible et il faut qu'on le reste. Et donc, on subit à la fois cette injonction à rentrer dans l'hétéronormativité le plus possible, à performer cette hétéronormativité-là aussi également. Les chirurgies, notamment aux femmes trans, sont plus que recommandées par les médecins. Et les femmes trans sont mieux tolérées si elles sont hétérosexuelles, parce que du coup, elles reproduisent ce schéma-là. Mais à la fois, on est donc du coup encouragé à reproduire ces schémas-là, tout en étant exclu et en subissant de facto les discriminations qui vont avec le fait qu'on ne pourra jamais complètement intégrer ce système hétéronormatif. Donc on essaie de naviguer entre les deux et pour réussir à exister dans ces doubles injonctions complètement contradictoires, on développe des stratégies de survie, et notamment l'une des stratégies qui a été développée par les personnes trans des vieilles générations, c'était de se dire malade mentale pour pouvoir avoir accès aux soins qui permettent de faire la transition et le parcours de transition. Mais bon, c'est une stratégie en fait, parce qu'on sait qu'on n'est pas malade mentaux, ou si vous voulez. En vrai, ça n'a pas d'importance, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on traite les gens qui sortent d'une manière d'être ou qui ont des troubles psy particuliers dans notre société. Et la vérité, c'est qu'on les traite très mal. Donc aujourd'hui, on se rend compte que cette stratégie de se dire malade mentaux, en fait, c'est pas forcément une bonne stratégie, même s'il y a des personnes qui y croient, qui continuent de le défendre. Encore une fois, je représente pas toutes les personnes trans à moi tout seul. On essaie plutôt de revenir sur le matérialisme et de dire que en fait non, c'est pas ça, être trans, c'est pas être malade ou quoi, c'est
une expérience. Voilà, c'est une expérience dans la réalité. Et du coup, maintenant, on essaie de développer de nouvelles stratégies qui sont surtout d'ordre politique parce que la manière dont on s'est formé, la manière dont le militantisme trans s'est formé nous permet aujourd'hui de pouvoir lutter autrement qu'en allant voir des médecins qui vont automatiquement nous déclarer malades mentaux. Mais alors, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que dans le parcours de transition, il y a une obligation d'aller voir un psychologue, c'est ça ? Et du coup, on retourne ici dans la pathologisation de la transidentité, et il me semble même que le psychiatre peut refuser d'aller plus loin dans la transition, du coup, en prescrivant les ordonnances ou les chirurgies, si d'autres troubles mentaux sont détectés, comme par exemple de l'anorexie, du coup des troubles de comportement alimentaire, de la dépression. Est-ce que, est-ce que ça rejoint un peu, Oui, ça rejoint. En fait, c'est ça, c'est les dérives du militantisme par la pathologisation. C'est du coup, ils veulent nous pathologiser, ils vont nous pathologiser sur ce qu'ils veulent en fait. Et s'ils n'ont pas envie qu'on transitionne, ils vont dire non, t'es pas vraiment trans parce que t'as un autre trouble, que ce soit un TCA ou une dépression. Mais le plus difficile, c'est pour les personnes autistes sur le spectre autistique et pour les personnes qui ont un trouble de l'identité ou des humeurs comme la bipolarité. Si on a un diagnostic de ce genre de trouble, ça va devenir encore plus difficile d'avoir accès aux soins dont on a besoin pour amorcer une transition. Et en plus, c'est vraiment une méconnaissance énorme des personnes trans parce qu'il se trouve que les personnes trans, de par leur expérience de vie qui est finalement très dure par rapport à beaucoup de gens, généralement ces personnes qui ont été harcelées enfants, ces personnes qui ont été potentiellement rejetées par leur famille, qui se sont construites en marge, vraiment dans la marginalité, c'est logique que ces personnes qui ont des parcours de vie difficiles aient d'autres troubles psy. Mais les docteurs refusent d'associer l'expérience de la réalité par les personnes trans à leurs soucis de santé. Et c'est là où le matérialisme permet de revenir un petit peu dans le concret, de réaffirmer le fait que non, en fait, la seule chose qui tue les personnes trans et qui, si vous le voulez, les rend malades, ça va être la transphobie. Ça va pas être quoi que ce soit d'autre, parce que c'est la transphobie qui fait que les personnes trans sont marginalisées, subissent des violences, sont exclues et donc vont développer potentiellement des troubles. Et du coup, par cet effet de transphobie généralisée dans la société, du coup, les personnes trans forment une communauté, du coup, la grande communauté LGBTI. Mais du coup, la question, c'est quel est le rapport des personnes trans à leur propre milieu, et je ne parle pas simplement du milieu trans, mais du milieu LGBT. Du coup plus global, parce que on sait et on a vu notamment qu'il y a un certain terfisme lesbien qui fait aussi sa percée, que du coup il y a aussi de la transphobie au sein même du coup des gays, des bi et ainsi de suite. Et comment est-ce que des personnes trans on va dire survivent dans ces milieux-là, développent des stratégies, comment est-ce qu'elles le vivent? Alors déjà, c'est un truc, les personnes LGB qui sont transphobes, pour moi, c'est marginal. C'est juste ultra visibilisé par les transphobes eux-mêmes, qui sont la plupart du temps des personnes cisgenres et hétéros. Après, c'est pas parce que les personnes LGB ne sont pas hostiles aux trans qu'elles sont au fait de ce que c'est être trans correctement, qu'elles sont capables d'accueillir des personnes trans dans leur cercle et leurs espaces de sociabilisation, et qu'elles vont pas faire de la transphobie, on va dire, du quotidien, quoi. Parce que tout le monde est un peu transphobe, même les trans, mais disons que c'est pas parce que les LGB sont pas hostiles qu'elles sont au courant. Comment est-ce qu'on se sent dans ce milieu ? On parle beaucoup des lesbiennes, des gays, et on est beaucoup en mode... on sait que il y a aussi de la fétichisation des personnes trans, on sait qu'on doit se méfier, mais en fait, un peu comme avec les personnes cis. Un peu comme avec les personnes cis. En fait, il n'y a pas d'énorme différence. C'est plus si les personnes LGB ont un engagement militant et politique, où là, on va être... moi, là, je me fais pas trop de soucis. En principe, si ces personnes-là sont engagées, elles doivent être au courant de ce qu'est la transidentité, mais sinon, on verra. En fait, c'est en découvrant la personne. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion sur les milieux LGB parce que je ne suis pas un animal très social de base, donc je vais pas souvent dans ces espaces de sociabilisation de groupe, mais dans mes relations interpersonnelles, j'ai jamais rencontré de problème majeur, si ce n'est, comme je le dis, de la transphobie par l'ignorance, quoi, où il y a des maladresses, des choses qui vexent un peu, mais rien de grave.
commencé à l'évoquer en parlant vite fait des TERF, mais l'ambiance actuelle, le paysage actuel français de l'actualité française est vraiment dégueu en ce moment, que ce soit pour les personnes LGBT, pour les personnes racisées, etc. Ça va pas très fort. Et particulièrement récemment, il y a eu la polémique Dora Muto et celui qui était invité sur l'émission de France 2 avec la mère Mariko. Donc ça installe un climat qui est particulièrement violent, et honnêtement, même pour les personnes cis qui sont alliées, c'est juste hyper violent et hyper dégueulasse ce qui se passe. Comment on réagit à ça en tant que personne trans ? Est-ce qu'on réagit à ça déjà ? Est-ce que ça nous passe au-dessus ? C'est quoi ta position vis-à-vis de ça ? Moi, j'aime pas trop ce que j'appelle le trauma porn, c'est-à-dire de voir des personnes qui souffrent en direct, parce qu'elles sont interviewées par des transphobes. Donc, je vais pas m'infliger ce genre de choses. Je me tiens informée des discours de l'extrême droite et des transphobes parce que ça fait aussi partie de mon métier, et puis parce que c'est quand même important de savoir ce qu'on dit sur moi. Mais je vais pas aller chercher volontairement de me faire du mal, de me sentir insultée devant des millions de personnes. Ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Après, on est vraiment très au courant de ce qui se passe dans la communauté trans, déjà parce que ça se passe aux États-Unis depuis des années, et que ça fait nous-mêmes des mois qu'on le dit, qu'on prévient que ça arrive, que c'est en train d'arriver en France, que en Angleterre ils sont déjà touchés depuis longtemps, etc. En fait, on est préparé psychologiquement déjà au fait que ça va être globalement de pire en pire dans l'ambiance. Dans le discours dominant, les trans vont de plus en plus être un ennemi à abattre et à faire disparaître. Pour protéger les enfants, bien entendu. C'est très important de le préciser. Comment on réagit vis-à-vis de ça ? En fait, les militants LGBT qui veulent lutter contre la transphobie font des actions. Il y a des événements de l'extrême droite sur ce sujet-là qui ont été annulés. On a eu 2 victoires cette semaine vis-à-vis de ça. Après, ils sont reprogrammés dans la semaine qui suit, mais déjà juste de montrer qu'on a un poids politique et que globalement l'opinion des gens est encore assez réfractaire à l'extrême droite. Donc si on associe les transphobes qui vont faire des événements à des médias de l'extrême droite, à des personnalités connues de l'extrême droite, les centres qui organisent les événements, qui fournissent les lieux et tout, veulent pas être associés pour le moment à ce genre d'énergumène, donc ils vont annuler les événements. Mais c'est pas systématique, et puis il y aura toujours des endroits où l'extrême droite pourra se réunir pour faire leurs petites conférences. Et comment on s'organise ? Moi, je sais pas pour les autres, mais moi, dans mon militantisme, je suis dans une logique de bataille culturelle, donc de création de contre-discours, d'être présent, typiquement, c'est sur Internet que je fais mon métier, donc il y a des vidéos transphobes qui pop. Il faut qu'on crée d'autres vidéos qui soient trans-friendly, qui montrent les trans, pas que dans leur souffrance, surtout pitié, mais aussi dans tout ce qu'ils peuvent créer de chouette. Et c'est comme ça pour moi que je fais ma lutte. En tout cas, mon combat, il est incarné là-dedans. Mais bon, il y a plein de manières différentes de combattre ces discours-là. Il y a la pédagogie, les interventions dans les universités ou les lycées. Il y a plein de manières de le faire, et on essaie d'être un peu sur tous les fronts, mais on n'est pas très nombreux, donc bon, on gagne pas de ouf. Surtout qu'en face, ils ont des moyens et ils ont des militants, et que on a 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée. Et que même parmi les Républicains, il y a des personnes très transphobes, et il y a des personnes qui aussi voudraient que l'avortement ne soit pas aussi facile d'accès qu'il l'est, si on peut dire qu'il est facile d'accès, ce qui n'est pas le cas. Donc politiquement c'est pas ouf quoi, mais c'est pas ouf pour beaucoup de monde. Donc en fait c'est l'ambiance générale qui est problématique, et il faut pas baisser les bras parce que la politique c'est sur le temps long, les luttes émancipatrices c'est sur le temps long. Donc moi j'ai tendance à pas me focaliser sur cette année ou même les 5 années qu'on est en train de traverser. En fait c'est le temps long. Quand on veut être militant sur le long terme, on est obligé de prendre de la hauteur un petit peu sur ce qui se passe et de se dire on continue nos actions, on avance, on fait nos petits travails de fourmis, et puis on va voir, parce que personne peut déduire ce qui va se passer derrière. Et justement, en parlant de nos chers TERF nationales, Dora Muto, Marguerite Stern, et du coup tout le milieu transphobe, t'as évoqué quelques-uns de leurs points d'attaque pour convaincre le grand public et du coup politiser cette question pour restreindre les droits des personnes trans et encore plus les discriminer. Est-ce que tu pourrais nous évoquer quelques-uns de leurs arguments principaux qu'ils arrivent à diffuser dans le discours public, tout simplement, et du coup les réponses que tu y apporterais En fait, je
sais même pas si on peut parler d'arguments parce que c'est Ouais. vraiment pas toxique. Oui, Enfin, oui. vraiment, Oui. moi j'étudie pas mal la fachosphère sur internet. C'est un milieu que je suis de près. Voilà, chacun ses hobbies et de tous les discours un peu confusants, un petit peu réactionnaires, un petit peu d'extrême droite. Je trouve que les transphobes c'est les plus éclatés. Vraiment, c'est vraiment le bas du niveau de la médiocrité. C'est très impressionnant. Donc leurs arguments sont éclatés, encore une fois. Le premier, c'est il faut sauver les enfants. Faut protéger les enfants de l'horrible transphobie, de l'horrible militantisme transidentitaire. Alors, pour protéger les enfants, du coup, on ne va plus leur parler des LGBT. Oui, comme ça, il y aura plus d'enfants LGBT qui mourront. Voilà. Mais c'est pour protéger les enfants. Mais en fait, tout ce qu'elles veulent, je vais dire elles, même si c'est pas que des femmes, c'est tout ce que les transphobes veulent, c'est qu'on ne parle plus des LGBT aux enfants pour éviter que ces derniers réalisent qu'ils sont homosexuels ou transgenres. C'est une invisibilisation, comme il y en a eu pendant des décennies, qui fait que après les jeunes comme moi, ils se rendront compte pas à 12 ans qu'ils sont transgenres, mais à 27 ans, au moment où transitionner c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a le corps qui s'est développé, parce que tout ça, donc ça fait moins de trans. Mais ça protège absolument pas les enfants, puisque si on voulait protéger les enfants, il faudrait accompagner les enfants trans dans un parcours de soins qui limiterait les suicides, qui limiterait les violences aussi qu'ils vont rencontrer vis-à-vis de qui ils sont dans leur environnement social. Parce que même si un enfant trans ne se manifeste pas et ne passe pas par un parcours de soins, ça se voit en fait qu'il n'est pas tout à fait cis, ce gamin. Enfin, ça se voit. Au bout d'un moment, il y en a qui masquent mieux que d'autres, mais ça se voit quand même. Et ces enfants-là, même s'ils se suicident et qu'on n'a pas l'impression que c'est à cause de leur transidentité, mine de rien, ils sont quand même malheureux, ils vont quand même pas bien, il y a des risques pour leur santé, etc. Donc, protégeons les enfants, accompagnons-les, respectons-les tels qu'ils sont et faisons en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils arrivent juste à vivre dignement. Voilà, pour le premier argument. Le deuxième argument, c'est que la transidentité, ce serait une maladie mentale qu'il faut soigner. Moi, je suis OK avec ce fait, il n'y a pas de souci, mais il se trouve que le soin pour les personnes trans, c'est la transition, en fait. Donc, vous voulez considérer que la transidentité, c'est une maladie mentale, il n'y a pas de souci, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que... Le soin, c'est censé faire en sorte que les gens aillent mieux. Donc, soignons la transphobie telle que ça peut être une maladie mentale, très bien. Comment on fait pour que les personnes trans aillent mieux ? Il se trouve que leur proposer un parcours de transition, ça fait partie des plus gros points qui permettent d'améliorer leur vie en fait aux personnes trans. Proposons-leur des parcours de soins en fait qui permettent une transition, que ce soit médicale, administrative ou quand on parle des enfants en plus la plupart du temps c'est les laisser se faire pousser les cheveux, couper les cheveux et les appeler par un autre prénom. Ça va. Je pense que en termes de séquelles derrière, ils peuvent changer à tout moment. Il n'y a pas de parcours de soins qui est proposé à des mineurs. Ça n'existe pas. La seule chose qui peut leur être proposée, c'est des bloqueurs de puberté. Ce sont des médicaments qui sont déjà utilisés pour soigner d'autres pathologies. Il n'y a pas de conséquences. Et si l'enfant à qui on propose des bloqueurs de puberté se rend compte que en fait, je préfère être dans mon genre assigné à la naissance, en fait, il arrête juste les bloqueurs et tout se passe très bien. Il amorce sa puberté. Et s'il se rend compte que en fait, j'ai bien fait parce qu'effectivement, je suis mieux dans le genre opposé, il peut démarrer un parcours de soins qui sera beaucoup moins lourd que s'il n'avait pas eu les bloqueurs de puberté, parce que s'il n'a pas eu les bloqueurs de puberté, en admettant que c'est par exemple un homme transgenre, une fois adulte, faudra faire une opération pour lui retirer sa poitrine. Alors que s'il a eu ses bloqueurs de puberté, une fois adulte, pas besoin de retirer la poitrine. Donc ça fait moins de soins à payer dans le privé, ça fait moins de traumatisme pour les personnes trans qui du coup n'ont pas besoin de passer par des chirurgies qui peuvent être lourdes dans certains cas. Ça facilite vraiment la vie des personnes concernées. Qu'elles soient finalement contentes ou pas, c'est pas contente, c'est qu'elles soient sûres d'être trans ou finalement qu'elles reviennent sur cette idée-là, les bloqueurs de puberté, ça les aide. Donc voilà, donc ça, c'est les deux arguments. Les enfants et c'est une maladie mentale. Je viens de montrer très clairement que les arguments tiennent pas la route.
Autre chose, c'est les femmes trans, oui, parce que les hommes trans n'existent pas. Dans le débat public, les hommes trans n'existent tellement pas que quand il y a eu toute la polémique sur le planning familial, ce n'est passé par la tête de personne que ça pouvait être un homme transgenre qui était représenté. Tout de suite, on a commencé à taper sur les femmes trans qui veulent voler la place des femmes dans la société. Oui. donc les hommes trans n'existant pas, on tape que sur les femmes trans. Donc apparemment, les femmes trans veulent remplacer les femmes cis. Bon, alors ne serait-ce qu'en termes de nombre, c'est faux, ça n'arrivera pas, ça ne peut juste pas marcher parce qu'il n'y a pas assez de personnes trans dans le monde pour remplacer qui que ce soit. Et au-delà de ça, les femmes trans n'aspirent pas à remplacer les femmes cis. C'est de l'ordre du complot, cet argument. Comment est-ce qu'avec 1% de femmes trans, on pourrait remplacer les femmes cis? Juste, ça n'a absolument aucun putain de sens. Hein. Ça m'énerve un petit peu en plus parce que je comprends même pas pourquoi des personnes qui veulent juste pouvoir exister dignement sont vues avec autant d'hostilité et pourquoi est-ce qu'on leur prête ce genre d'intention? C'est vraiment de l'ordre du complot. C'est les femmes trans vont remplacer les femmes cis parce qu'en fait c'est un complot du patriarcat pour éradiquer les femmes cis du monde pour qu'il n'y ait plus que des personnes à pénis sur cette terre. Mais voilà, j'ai pas les mots en fait pour dire à quel point ça n'a pas de sens. Voilà, argument inopérant encore une fois. Et le dernier argument, c'est les femmes trans, parce que encore une fois les hommes trans n'existent pas. Les femmes trans ne peuvent pas être des femmes parce qu'elles n'ont pas de féminin sacré, d'utérus, etc. Bon là, on tombe encore une fois dans une dérive idéologique. C'est pas du complotisme, c'est de l'ésotérisme. On est dans cette idée essentialiste selon laquelle une femme n'est une femme seulement parce qu'elle a un vagin et un utérus. Alors moi, je trouve ça très très triste pour les femmes cis. Du coup, j'espère qu'elles aspirent à plus. Vu les luttes féministes de ces dernières décennies, j'en doute pas un seul instant. Mais c'est vraiment une vision rétrograde des femmes. Les femmes sont des femmes parce qu'elles peuvent enfanter. On s'est battu pendant 100 ans pour essayer de montrer que les femmes sont les égales des hommes, même si il y a tout le système reproductif qui est différent. Pour le reste, c'est pareil. Pourquoi est-ce que là on essaie de revenir 100 ans en arrière en essayant de dire qu'une femme c'est juste un utérus? Je trouve ça assez triste, même assez pathétique, venant de femmes qui se disent féministes et qui disent défendre les femmes. Voilà, c'est voilà pour leurs arguments principaux. Et en ce qui concerne les personnes transphobes, ce que je vais rajouter, c'est que elles ne se battent jamais pour les femmes, en fait. Jamais. Ça n'arrive pas. Leur seul combat, c'est faire en sorte que les personnes trans, et plus particulièrement les femmes trans, disparaissent. Pour ce qui est d'aider les femmes, pour avoir accès à l'avortement plus facilement, pour lutter contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles, pour avoir de meilleurs salaires, pour améliorer leurs conditions d'existence, pour reconnaître le travail domestique comme un travail qui devrait être rémunéré, là, il n'y a plus personne. Hein. Vraiment, il n'y a plus personne. C'est juste, on va taper sur les femmes trans. C'est là où s'arrête leur féminisme, c'est taper sur une minorité. Alors, on pourrait expliquer cette stratégie politique de plein de manières différentes, mais ça vaut pas le coup d'essayer d'analyser leurs intentions internes et qu'elles-mêmes ne voient pas. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que elles servent littéralement à rien en tant que féministes. Et leur militantisme contre les femmes trans, vu il a des bases essentialistes, finira toujours par retomber sur les femmes cis. Quoi qu'il arrive, ça va taper sur les femmes cis au bout d'un moment, et il n'y a même pas besoin de le prouver, vu que c'est ce qui se passe aux États-Unis. À force de taper systématiquement sur les personnes trans, il y a des lois qui sont mises en place, il y a des discriminations qui sont proférées, qui finalement violentent plus de femmes cis que de femmes trans, compte tenu du fait qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc même si les femmes cis qui vont être impactées par les politiques transphobes ne sont pas nombreuses, elles sont de fait nombreuses en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes cis. Ça va être par exemple les femmes cis qui sont un peu masculines, ou ça va être juste l'accès à l'avortement, ça va être l'accès même à des produits pour gérer sa contraception, enfin des médicaments. Les femmes cis finissent toujours par se reprendre le boomerang dans la gueule, donc faut arrêter de taper sur les femmes trans, ne serait-ce que stratégiquement, en fait. Ne serait-ce que, quand on est une femme cis, ne serait-ce que stratégiquement, c'est quand même une meilleure idée de soutenir les trans que de leur taper dessus.
Du coup, on a évoqué du coup les arguments principaux des TERF et du coup aussi des transphobes qui deviennent quasiment omniprésents dans le débat public. Chaque semaine, il y a une nouvelle polémique ou quelque chose du genre sur une nouvelle sortie transphobe. Moi, du coup, ma question c'est est-ce que paradoxalement cette surmédiatisation de la parole transphobe, du coup, donnerait pas aussi l'opportunité pour les personnes trans de se saisir de ces modes de représentation. On l'a vu avec Dora Muto contre la mère trans Mariko, du coup, qui a pu servir un discours qui du coup, à mon sens, convainc quand même pas mal les personnes cis et du coup les personnes qui sont totalement déconnectées de ces questions. Et du coup, est-ce que alors bien sûr c'est horrible tous les propos qui sortent et ainsi de suite, mais est-ce que ça peut aussi une opportunité de sortir un discours politique et une stratégie de faire avancer enfin l'agenda du lobby transactiviste? En fait, j'ai l'impression que tu es en train de me demander s'il faut aller discuter avec l'extrême droite pour apporter un contre-discours. Et c'est une question qui dépasse largement les questions trans, hein, ça vaut pour tous les sujets. On n'a pas attendu, en fait, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas attendu que l'extrême droite s'en prenne à nous pour créer notre contenu, pour être actif, pour faire du militantisme. Il y a notamment la chaîne YouTube XY Media, qui est un média transféminin qui a été créé il y a 1 ou 2 ans, il me semble, et qui est vraiment très très bien. Il y a mon contenu, il y a le contenu de mes camarades aussi qui existe sur Internet. En fait, les personnes trans n'ont pas attendu qu'on leur tape dessus pour exister, pour créer du discours notamment et pour militer. Après, maintenant, vu ce qui s'abat sur nous, en fait, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers parce que on est généralement exclu des professions qui peuvent rapporter un peu de sous. Il y a juste une petite communauté de femmes trans qui sont développeurs informaticiennes, mais bon, à elles seules, elles ne peuvent pas soutenir la lutte. Donc on n'a pas trop de moyens. Bien sûr qu'on va essayer de se saisir des opportunités pour faire valoir notre discours, mais en ce qui concerne le fait d'aller sur des plateaux télévision pour discuter avec Dora Muto, faut voir qui y va, comment, pour dire quoi, avec quel positionnement vis-à-vis des questions trans. Par exemple, Mariko, la mère dont vous avez parlé, qui a discuté avec Dora Muto, elle est vraiment dans un processus de respectabilité. Elle a cette vision-là du queer que moi, du queer des personnes trans en tout cas, que moi je rejoins pas, parce que moi je suis plutôt dans le queer, dans le fait d'être moi-même et de pas essayer de m'intégrer à l'hétéronormativité malgré le fait que c'est ce qu'on essaie de m'imposer. Bon, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec Mariko que je pense que c'était une mauvaise idée qu'elle y soit allée. Je pense que c'est une très bonne idée que ce soit justement une femme trans d'un certain âge, respectable, qui est plutôt positionnée à droite, qui soit allée contre Dora Muto pour faire du contre-discours. Donc il y a vraiment cette question à se poser à chaque fois qu'on doit investir ces espaces de, entre grosses guillemets, débat. Ce ne sont pas des débats, ce sont des moments de combativité où il faut se trouver être le plus, on va dire, celui qui a la meilleure punchline possible. Donc investir ces espaces-là, oui, mais il faut vraiment, moi je suis je pense qu'il ne faut pas les délaisser, mais il faut vraiment réfléchir à comment on le fait, avec qui, pourquoi, dans quelles conditions. Faut pas envoyer un bébé trans parler à Dora Muto, parce qu'on est très con quand on vient de sortir de son œuf, on dit des dingueries, donc il faut faire attention, il faut être formé, pas seulement sur notre expérience, mais il faut être formé aussi sur le militantisme queer, le militantisme LGBT, il faut connaître son sujet, il faut faire attention, quoi. Mais dans l'absolu, oui, on va investir ces espaces-là, mais on n'a pas les moyens de le faire, et si un jour on a le moyen de le faire, il faut réfléchir à comment on va le faire. Mais la plupart du temps, les débats sur les trans, c'est sans les trans qui se font. On n'est pas invité, en fait. On aimerait bien, mais on n'est pas du tout invité. Là, les conférences qui ont été annulées, où l'extrême droite voulait faire des débats sur la transidentité, il n'y avait que des transphobes qui étaient invités. Donc, c'est pas des débats, c'est juste qu'ils vont présenter leur transphobie à des monsieur et madame Dupont. Ils vont leur expliquer pourquoi il faut être transphobe. Et puis ensuite, monsieur et madame Dupont vont rentrer en pensant qu'ils ont vu un débat, alors que pas du tout, quoi. C'est juste des conférences transphobes pour faire de la propagande transphobe. Mais justement, moi j'ai une question sur ça. Quelle stratégie militante adopter, pas par rapport aux gens d'extrême droite, mais juste pour
pour faire de l'éducation un peu de masse sur la transidentité. Parce que moi, par exemple, je pense à mes parents qui foncièrement ne sont pas transphobes, mais le fait est qu'ils étaient complètement ignorants sur la question. Et donc, du coup, j'ai ramené le sujet à table, on a commencé à en parler, eux-mêmes maintenant se renseignent sur la question, etc. Mais quelle stratégie adopter s'il en faut une néanmoins, parce que les personnes trans, si elles veulent du contenu, t'en parlais, du contenu culturel trans, elles vont en trouver. Les personnes en questionnement, elles trouvent le contenu qu'il faut. Pour autant, pour convaincre aussi cette partie de la population qui est quand même qui fait partie de l'électorat, qui a politiquement un poids, comment toi tu parles de création de contenu culturel, est-ce que tu penses à d'autres stratégies militantes pour toucher ce public-là? Les normies. Ouais. AKA. Ouais. Pas de mépris d'ailleurs dans le terme normie. Et en fait, moi, à mon niveau, au niveau des personnes qui m'entourent, qui sont mes camarades, en fait, on peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Mais bon, le contenu qu'on fait, en tout cas moi, le contenu que je crée se veut normie friendly. C'est-à-dire que vraiment on reprend les bases et j'essaie de faire en sorte que ce soit un contenu qui soit accessible à tous et toutes. Mais bon, tant qu'on n'a pas accès à une émission de télévision grande écoute, en fait, on peut pas faire plus que juste créer nos petits contenus dans notre coin et espérer qu'il y ait des personnes qui s'intéressent au sujet, qui le voient et qui puissent comprendre ce qu'on leur explique. Après, il y a aussi le fait juste d'exister. Pour moi, ça, c'est un truc, ça aide en fait. Parce que certes, toutes les personnes de mon quartier me mégenrent parce que ils ont vu la transition s'effectuer, mais ils ont peut-être pas assimilé ça à une transition. Ils n'ont pas assimilé ça à un parcours transgenre. Par contre, ils voient une personne qu'ils ont connue en tant que femme se présenter en tant qu'homme à elles et eux pratiquement quotidiennement. Ça déjà, juste le fait que j'existe et que je sois encore dans leur champ visuel, ça fait que dans leur tête, dans leur imaginaire, c'est possible ça. Une personne très féminine qui devient d'un coup très masculine. Alors c'est peut-être pas associé à la transidentité, mais c'est dans leur imaginaire. Et le jour où ils entendront quelque chose sur les transidentités, sur des personnes qui changent complètement leur look, leur manière de s'exprimer, de se comporter, ils feront peut-être le lien avec moi qu'ils ont connu parce que je fréquentais leur commerce à un moment donné. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un truc qui marque. Et ça relève juste du simple fait qu'on existe et qu'on se cache pas. Donc, hormis ça, plus tout ce qu'on fait déjà, j'ai pas de stratégie en tête pour gagner la bataille culturelle. C'est pas, je cherche tous les jours, mais j'ai rien de précis. Malheureusement, tu n'es pas Gramsci. Non. Même lui, il aurait pas trouvé. Il t'aurait dit, il faut gagner la bataille culturelle, mais il t'aurait pas dit comment. Il nous a pas dit en tout cas. Je cherche encore. En tout cas, on arrive au bout de... Ah si, excuse-moi, juste je coupe encore. Il y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est investir les structures de pouvoir institutionnalisées, comme les partis politiques, les espaces militants institutionnels, on va dire, et potentiellement l'administration publique. Mais on n'est pas si nombreux que ça. Et on le fait déjà, notamment à la France Insoumise, où il y a toute une section LGBT, donc il faut continuer. Ouais, qui ont vraiment intégré les revendications des associations trans et du coup des personnes trans, et qui, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon parler de la conception du genre, ça dénote vis-à-vis des autres politiciens, puisqu'on sent vraiment qu'il a saisi l'entièreté de la chose. Mélenchon non binaire. Mélenchon non binaire. Mélenchon vrai non binaire. Vrai non binaire. Mais ouais, lui, il a... En tout cas, à la LFI, on se fait pas trop de soucis sur ces sujets-là. En tout cas, merci à toi Léo. On arrive à la fin de cet épisode. On aurait aimé que ça dure encore des heures, mais on vous connaît, auditeurs, auditrices. Vous n'allez pas écouter 1h15. On voit les chiffres sur l'entretien avec Sullivan Le Postec. On n'est pas dupes. Donc on va vous laisser ici. Et on va demander à Léo sa petite recommandation culturelle et ses actualités. Où est-ce qu'on peut le trouver et qu'est-ce qu'il recommande? En recommandation culturelle, j'ai lu le dernier livre de Despentes que j'ai trouvé très bien, vraiment très très intéressant. Cher connard, du coup. Cher connard, c'est ça. J'explique pourquoi il est bien ou je laisse le suspense? Ouais, pourquoi? Sans trop spoiler, peut-être. Sans trop spoiler. Je trouve que Despentes analyse extrêmement bien la psyché masculine en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. C'est vraiment très bon livre pour ça.
Et sinon, il y a une série que j'aime beaucoup, je sais plus où est-ce qu'on la trouve, je crois que c'est HBO, ça s'appelle Our Flags Mean Death. C'est une série qui parle de pirates qui sont gay as fuck et c'est trop bien. C'est en mode absurde, genre Brooklyn Nine-Nine, mais avec des pirates PD, genre trop bien. C'est vraiment très chouette. Et mon actu, moi, on peut me retrouver sur la chaîne YouTube Les Vidéos de Léo ou sur Twitch Léo_Jacotte. Très bien. Écoutez, on vous dit au revoir à toutes et tous et on se retrouve le mois prochain pour un épisode sur le sport et les LGBT.